Otep à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. On va discuter ce matin pendant une vingtaine de minutes comment rebâtir le Cameroun, comment rebâtir ce que nous avons de plus cher. Rebâtir signifie créer, mettre encore et encore beaucoup d'amour entre nous, beaucoup d'amour entre Camerounais. Parce qu'on ne peut pas bâtir dans la haine, on ne peut pas bâtir dans la détestation de l'autre. Bâtir signifie mettre ensemble des populations qui sont parfois issues d'origines diverses, mais qui ont en commun une terre, une histoire. C'est ce qu'on appelle une nation. Et bâtir une nation, bâtir un peuple, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sacrifices et ça demande l'implication de tous ses fils. Et encore une fois, ceux qui impulsent ce changement, c'est qui? Ce sont les politiques, ce sont les intellectuels, c'est la société civile, c'est tout un ensemble qui bâtit ce pays. Pour un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel humain, intéressant. Pour le faire, ça va être certes compliqué, comme tout partout ailleurs d'ailleurs, parce que même les grandes civilisations, les grands pays qu'on nous présente aujourd'hui, évidemment sont arrivés à cette étape, à ce stade-là, en faisant beaucoup de sacrifices. Un pays comme le Cameroun, dès le départ, c'est un pays qui a connu de multiples invasions, qui est passé de la colonisation allemande durant 32 ans. Et avant, il y a eu des explorateurs qui venaient un peu partout, notamment les explorateurs portugais, mais qui n'ont pas laissé de grandes traces en réalité. Il y a eu cette, si on peut appeler colonisation allemande. Il y a eu par la suite les Anglais et les Français qui sont arrivés. On a commencé par le massacre des nôtres, de Martin-Paul Samba, de Ngosso Ding, de Douala Mangabel, et tous ces gens qui sont partis parce qu'ils se battaient. Les Kouali Kenyé, d'autres qui ont été emprisonnés, d'autres qui ont été tués. Pour bâtir, ça demande de revoir tout ce passé et se mettre ensemble, c'est-à-dire que réunis autour de ce passé, les enfants qui partagent aujourd'hui, ou ces enfants-là qui ont en héritage la terre qu'on appelle le Cameroun. Et c'est justement à partir de là qu'on peut avancer. Certes, notre histoire, l'histoire du Cameroun, ne commence pas avec les invasions. C'est l'erreur à ne pas commettre. Mais on ne peut pas nier le fait que nos États soient des États récents, soient des créations occidentales. Le nier, ce serait être peu objectif ou pas du tout même. Les langues que nous parlons sont des langues coloniales. L'espace que nous avons aujourd'hui qui s'appelle le Cameroun est un espace tracé, divisé par les mêmes occidentaux qui, à Berlin, avaient décidé de créer des zones d'influence en créant des espaces qui appartenaient à un certain nombre de puissances coloniales. Les zones d'influence ici également signifient que chacun voudrait avoir un espace linguistique, un espace où on pratique sa langue au quotidien. Et c'est comme ça que naît cette Afrique francophone. Il y a déjà une Afrique arabophone depuis le 7e siècle. Il y a donc par la suite cette Afrique francophone.
l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone, etc. Donc pour bâtir, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faudra rassembler tous les Camerounais. Donc, on passe de la colonisation allemande, il y a des morts à la colonisation anglaise et française. Il y a par la suite beaucoup de morts durant cette période. On est passé à la néocolonisation après les fausses indépendances. Pour tout pays sérieux qui voudrait vraiment bâtir un pays nouveau, bâti autour d'un idéal commun, on va mettre sur la table la question du génocide, la question des réparations. Déjà, ça commence par la reconnaissance, n'est-ce pas, du génocide, la reconnaissance de cette guerre qui a existé avant au Cameroun et qui a débouché sur les indépendances du Cameroun, sur l'indépendance du Cameroun. Donc pour un pays qui veut bâtir, ça commence par là. Tu ne peux pas arriver quelque part sur un terrain, tu commences à bâtir quoi que ce soit sans commencer à rendre hommage à ceux-là qui étaient les chefs-terre, qui étaient les gardiens de la tradition, à ceux-là qui ont gardé cette terre depuis des siècles et des siècles. Donc, les pays sérieux qui sont en train de se développer aujourd'hui sont passés par cette étape-là. Il n'y a que le Cameroun et certains pays d'ailleurs, d'Afrique notamment francophone, qui veulent éviter de passer par ce chemin. C'est-à-dire que on veut bâtir sur des ruines, on veut bâtir sur un terrain. Et le pire, c'est que ceux qui le font, ce sont nos propres enfants. C'est-à-dire que si le Cameroun était à l'heure actuelle piloté par des Français, des Anglais, Allemands et autres, on aurait dit oui, ils n'ont pas intérêt à bâtir l'unité nationale sur le sacrifice, par exemple, de nos ancêtres, parce que ce ne sont pas leurs ancêtres. Mais le pire, c'est que après le départ des colons, même si on sait qu'ils sont partis pour mieux rester, ils y sont toujours. Ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qui tiennent les règnes, sont nos propres enfants, mais des valets occidentaux. Résultat, ces enfants-là ne pensent pas en tant que fils camerounais, ils ne pensent pas à l'unité nationale autrement que leurs maîtres qui les ont placés sur ces fauteuils présidentiels. Ils en ont fait d'ailleurs des trônes, ils en ont fait des royaumes. Regardez ce qui se passe au Congo, Brazzaville, avec Sassou Nguesso, qui prépare son fils Denis à prendre le pouvoir. Vous avez au Rwanda Kagame qui prépare son fils, qui a terminé récemment sa formation à Saint-Cyr, ici en France. Vous avez le cas de Biya qui prépare son fils Franck. Vous avez le cas d'Ali Bongo qui a pris la place de son père après son décès en 2009 à Barcelone. Vous avez plusieurs cas comme ça. Malma Kaka Debi qui a pris la place de son père. Vous avez plusieurs cas sur le continent. Donc, on va prendre l'exemple d'un pays comme le Ghana. Et comme par hasard, c'est un pays anglophone. Pour bâtir, on ne peut pas se lever comme ça, bâtir sans tenir compte de ceux-là qui étaient les pères de l'indépendance. Ceux-là qui sont d'ailleurs morts parce qu'ils voulaient voir ce pays libre. Quand on parle du sacrifice de quelqu'un comme Osadjefo, Francis Kwame Nkrumah, Nkrumah est mort parce qu'il voulait relier l'Afrique. Il voulait ce processus-là de décolonisation qui avait commencé. Il voulait partir du Ghana pour réunir les autres. C'est pour ça qu'il disait dans Africa Must Unite, l'indépendance du Ghana n'a pas de sens, à moins qu'elle soit liée à la libération totale du continent africain. Kwame Nkrumah a été humilié. Son propre peuple lui a craché dessus. Pourquoi? Parce que Nkrumah, à un certain moment, sort l'argent des caisses pour soutenir
d'autres pays africains qui étaient en difficulté. L'Africain qui n'a pas à cette époque-là pensé Afrique et ne pensait que nation, ne pensait que se réduire à son simple territoire, n'a pas compris l'urgence, n'est-ce pas, de construire, de bâtir le continent. Alors, son propre peuple s'est retourné contre lui. Il était en exil en Guinée. Il faut bien préciser que dans la Guinée de Sékou Touré, il y avait un vice-président et le vice-président s'appelait Francis Kwame Nkrumah. D'ailleurs, à cette époque, il y avait l'un des brillants fils venus des États-Unis chassés, parce qu'à l'époque, il y avait la ségrégation raciale, l'un des plus brillants, des plus grands, des plus éloquents, de son nom de naissance Stokely Carmichael. À l'époque, il était installé au Ghana, en Guinée, et il a donc choisi de changer, passer de Stokely Carmichael à Kwame Touré, c'est-à-dire Kwame Nkrumah. Il a pris le nom de Nkrumah et le nom de Sékou Touré, et désormais, il décida de s'appeler Kwame Touré. C'est une époque assez particulière. Les présidents successifs, il y aura des coups d'État, il y aura une période de balbutiement, évidemment, mais avec l'arrivée au pouvoir d'un jeune fils d'Afrique métisse, donc là, vous êtes au Linan. Voilà, vous vous retrouvez maintenant. Voilà, vous aurez juste à aller comme ça. De rien. Merci, bonne journée. Vous aurez juste Kwame. Vous aurez le fils né d'un père... Oh, j'ai perdu le fil parce que je renseignais une dame. Né d'un père écossais et d'une mère africaine, une mère noire. Ce digne fils va partir de là pour s'impliquer en Afrique et prendre Jerry Rawlings, il s'appelle. Il va prendre le pouvoir. Et donc Jerry Rawlings ici, quand il prendra le pouvoir, l'une de ses premières missions, c'est bâtir. Mais pas seulement bâtir comme les autres le font. Mais avant de bâtir, entreprendre d'abord de reconnecter le peuple africain, notamment le peuple ghanéen, à son passé ancestral. Et même à son passé proche, parce qu'on était dans une période de décolonisation, juste quelques années après les décolonisations. Le père de l'indépendance, Kwame Nkrumah, il n'a pas voulu beaucoup m'étendre dans ses rapports avec la Guinée et même du Congo avec Lumumba à l'époque. Il faut bien comprendre que lui perd son pouvoir au Ghana. Il trouve beaucoup de difficultés justement parce que il était de formation, n'est-ce pas? Il était anglophile. Il était quelqu'un de très très fier de la langue anglaise. Il a fait ses études en Angleterre. Il a fait un passage aux États-Unis d'ailleurs, où il a été initié à la franc-maçonnerie. Il a d'ailleurs été délivré de là par une femme noire jamaïcaine, une de nos sœurs. Il est retourné en Afrique, s'est intégré progressivement. Mais c'est quelqu'un qui avait gardé ce côté, comme les Laurent Gbagbo, francophiles. Il adore tellement la France qu'il ne pense pas une Côte d'Ivoire sans la présence française. Voilà ce qui a trompé Laurent Gbagbo, le boulanger. Donc c'était le même problème avec Kwame Nkrumah, qui parlait très bien anglais, qui était docteur, qui avait un PhD, qui avait tout ce que vous voulez comme diplôme. Donc, il va se tromper, mais c'était tout dit grosso modo. Il avait du mal à se détacher de l'Angleterre, de la puissance tutelle. Voilà comment Kwame Nkrumah va chuter. Et il y a donc Jerry Rawlings qui va arriver et dit on ne peut pas bâtir comme cela. L'indépendance du Ghana aujourd'hui, la fête nationale du Ghana, n'est-ce pas, est basée ici sur quelque chose de très solide. Dans quelques jours au Cameroun, on va parler de l'unité nationale.
On va parler du 20 mai. 20 mai qui en réalité ne représente rien dans l'histoire de notre pays. Or, vous allez au Ghana, la date même, leur indépendance, je crois, c'est en juillet. Leur fête nationale, c'est au mois de juillet, je ne sais plus si c'est le 3 juillet ou quelque chose comme ça. Alors, ça correspond ici à la date d'invasion des Anglais et de la collaboration d'un peuple qu'on appelait les peuples Fanti. C'est toujours un peuple du Ghana. Les Ghanéens, quand ils vont choisir une date de l'indépendance, ils ne vont pas faire cette erreur de faire comme le Cameroun qui a rejeté le sacrifice de ses pères, c'est-à-dire le 1er janvier, on parle d'indépendance du Cameroun. Mais en réalité, le 1er janvier au Cameroun ne représente rien. Bonjour madame. Merci infiniment. Ah, vous m'écoutiez? J'en ai la chair de poule. Ah ben vous voyez les effets que je fais aux gens sans m'en rendre compte. Merci infiniment. Transmettez. C'est très dur. C'est très dur. Vous êtes africaine, fière de cette africanité? Alors là, vous voyez les miracles, comment les ancêtres font les choses. Je suis en train de faire mon direct tout simplement. Et il y a une maman derrière qui m'écoute, très touchée par ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. C'est normal, maman, c'est normal. Il faudra accompagner vos enfants dans cette lutte pour la libération du continent. Ça se voit que vous êtes très touchés. Vous êtes très très touchés et vous sentez... Je peux prendre votre numéro de téléphone? Bien sûr, avec plaisir. Oh mon Dieu. Excusez-moi, excusez-moi, je ne suis pas apprêtée, rien du tout, je fais mon sport, c'est... Merci en tout cas. Je ne vous ai pas interrompu par rapport à... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ne me filmez pas parce que je suis non, du tout. Là, je remets, j'ai mis la caméra sur moi, évidemment. Merci infiniment, merci. Vraiment, c'est... Oh là là, c'est... J'ai pas de mots, excusez-moi. J'ai pas de mots. Oh là là. Je suis très émue. Alors, je me permets, vraiment, excusez-moi. On ne se connaît pas, mais bon. Nous sommes là pour la même cause. Comment je fais ça? Je prends votre numéro de téléphone. D'accord, je vais juste je me permets, je vais le mettre puisque je suis. Voilà, vous mettez Bertrand. Merci beaucoup, je m'appelle Ida. Voilà. Je vous appelle. D'accord, ça marche. Merci. Merci infiniment. Allez, bon sport, bonne journée. Que l'omnipotent vous garde. Merci. Amen, merci. Merci beaucoup. Ouais, les choses des ancêtres, ça c'est très fort, ça. C'est une énergie qu'elle dégage, c'est incroyable. Une énergie incroyable. Je me suis même pas rendu compte. J'étais en train de parler et elle était derrière moi et m'écoutait religieusement. Et donc là, elle se retourne et quand elle veut prendre de l'autre côté, elle se met à me parler. Et je me rends compte qu'elle est en train de m'écouter. Elle est en larmes parce que je tiens un discours très puissant, un discours qui la touche directement. C'est une dame qui adore l'Afrique, qui se sent concernée. Vous voyez comment elle était tellement touchée. Et voilà. Et dire que c'est une maman, à la voir, elle a dépassé la soixantaine. Elle se sent impliquée. Elle se sent touchée par mon message. Vous avez des jeunes filles, 20 ans, 22 ans, qui ne comprennent même pas où on va avec la lutte. Vous avez des jeunes là à présent au Cameroun qui sont assis dans des bars, en train de boire. Quand on parle de cette Afrique-là, de la renaissance, de ce que nous voulons pour notre continent, ils n'en ont strictement rien à foutre. Regardez comment à travers la puissance de la parole, j'arrive à toucher une maman sans même m'en rendre compte. Voilà. C'est touchant, c'est très fort, c'est très puissant. On continue. Donc je vous disais, Jerry Rawlings va arriver
Il va prendre le pouvoir. Mais il va d'abord commencer par le commencement, comme on dit. C'est-à-dire récupérer les restes. Parce que celui qui a fait le sacrifice suprême pour le pays et qui a posé les bases du Ghana, renaissance, s'appelle Osagyefo Kwame Nkrumah. Et donc Nkrumah était jeté dans son village quelque part. Il était de l'ethnie, c'est les Nzima. C'était d'ailleurs descendant de très grands initiés au Ghana, les Nzima. Et Jerry Rawlings va dire, on ne peut pas bâtir notre pays. Si on veut bâtir un pays puissant, un nouveau Ghana, on ne peut pas bâtir sans la présence de celui qui a fait le sacrifice suprême. On va donc aller chercher les restes de Kwame Nkrumah dans son village. On va venir mettre en plein capital. Et les grands initiés du pays vont se réunir, ils vont faire des cérémoniels de dignification pour remettre au cœur même de ce pays l'énergie qui va propulser le changement, qui va impulser le changement. Cette énergie-là qui va faire en sorte que les gens puissent s'accrocher pour développer le Ghana. Voilà les bases du Ghana aujourd'hui qui sont posées. Le Ghana est en train d'avancer parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Le Ghana avance parce qu'ils ont commencé par le commencement. Ils ont fait un grand mémorial en plein cœur d'Accra. Ils ont fait d'ailleurs d'autres même à Koumassi. Ils ont fait vraiment ce qu'il faut faire dans un pays. On a rendu un hommage national à Kwame Nkrumah. Comment les gens veulent bâtir un nouveau Cameroun? Le président qui était là avant 25 ans à Idjo, on n'a rien vu de ce genre. Voilà Biya qui arrive, 41 ans, rien du tout. Il a 90 ans, il est sur la porte de sortie. Attention, on dit comme ça, mais finalement les jeunes finissent par mourir avant Biya. Voilà le frère Tita Berlinois, 42 ans, qui meurt. Biya est encore au pouvoir. Et on était dans les rues depuis 2018 pour dire que Biya doit partir. Le voilà aujourd'hui, l'homme d'autrui perd son âme. Qui est parti, mais le grabataire Biya est encore là. Donc si vous dites que vous croyez en votre Dieu que vous dites là, j'ai l'impression que ce Dieu-là, il aime les dictateurs. Il aime les dictateurs. Donc Biya, depuis 41 ans, n'a même pas l'intention de se mettre sur ce chemin. Quand vous regardez les pays, l'Algérie, vous regardez tous ces pays qui essayent de se relever aujourd'hui, vous regardez certains pays, il y a eu cette base-là. Et c'est pour ça qu'on dit que les nationalistes doivent prendre le pouvoir. Les nationalistes doivent prendre le contrôle du pays. Seuls ceux-là peuvent bâtir. Le travail de Jerry Rawlings au Ghana. Et quand il a fini de faire son travail, il a quitté le pouvoir. Il a cédé le pouvoir aux autres et il vivait dans le même pays. Il n'a pas fui son pays. Il est mort d'ailleurs au Ghana. Il a fait le minimum. Il a fait ce qu'il fallait faire exactement. Il est question donc, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ce côté génocidaire d'Ahidjo, malgré ce côté de lui qui était repoussant, Ahidjo a le mérite d'avoir posé les bases du Cameroun actuel à son époque. On ne peut pas bâtir un nouveau Cameroun sans Ahidjo. Même Biya qui a tout détruit en 41 ans, si on veut rebâtir ce pays, on va faire un mémorial où on va mettre tous ces gens-là à un certain moment, garder le corps de Biya au Cameroun, faire revenir. J'ai dit comme ça en espérant que nous soyons là quand il va mourir, parce qu'il n'est pas exclu qu'on meurt avant lui. Personne ne meurt dans la famille de Biya avant 100 ans. Je le dis ici depuis des années. Donc il sera encore candidat en 2025. C'est le minimum.
faire revenir le corps d'Ahidjo. Parce que si on veut rendre la pièce, Ahidjo a gardé le corps de Biya Diop pendant 30, combien d'années? Ça fait 32, 33 ans aujourd'hui. Biya lui-même est encore au pouvoir après 41 ans. Il n'a pas rendu hommage à Ahidjo. Jusqu'aujourd'hui, Biya Ahidjo est condamné. C'est-à-dire que même le cadavre d'Ahidjo est encore condamné. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il va falloir faire revenir le corps d'Ahidjo. Quand Biya lui-même partira, qu'on le garde au Cameroun, qu'on fasse un obsèque national. Le troisième président qui le fera aura lui-même la chance, en le faisant, de mériter lui-même de bénéficier d'un hommage national quand il mourra. Et de vraiment revisiter ce passé, replonger dans le passé très violent du Cameroun, rendre hommage aux héros nationalistes camerounais qui sont morts pour la patrie. Voir le problème du génocide en pays Bamileke et en pays Bassa. Mettre tous ces sujets-là sur la table et les épurer. Contraindre maintenant la France à reconnaître le génocide, contraindre la France à faire des réparations. C'est ce que les Algériens font. Ils ont beaucoup avancé par rapport à nous, alors que sur la même période, il y a eu plus de massacres au Cameroun qu'en Algérie. C'est pour ça qu'on parle d'une guerre aux origines, une guerre de la France-Afrique. On parle d'une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. C'est le minimum. Tous nos papas, nos mamans qui ont fait le sacrifice, les femmes de l'UPC, toutes ces mamans qui n'ont pas eu de jeunesse, nos mamans qui allaient cultiver, qui mettaient des nourritures comme ça en bordure de route, parce qu'elles savaient qu'en mettant un régime de bananes ici, en mettant je ne sais pas quel genre de quel fruit autre, les combattants de l'UPC vont passer par là et ils vont manger, ils vont continuer la lutte. Quand nos frères et sœurs combattants, nos grands-parents étaient blessés au front, ce sont les femmes qui les soignaient. On parle comme ça de nos mamans qui se nettoyaient, quand elles saignaient, elles se nettoyaient avec des feuilles de banane et autres. Quel est le sacrifice qu'on peut faire au-delà de ce que ces mamans ont fait pour la lutte? Vous voyez aujourd'hui dans l'histoire du Cameroun, on cite une seule femme? Non. Vous avez vu, on a rendu hommage à quelle femme dans l'histoire du Cameroun? Mais c'est des femmes qui ont fait un sacrifice, mais incroyable pour la lutte. Il doit avoir ce mémorial-là pour les femmes qui ont fait le combat. C'est comme ça qu'on peut bâtir, ce n'est que de cette façon-là qu'on peut bâtir un pays. Quand vous marchez partout en France, vous avez des plaques partout, commémoration de ceci, mémorial de cela. Même quelqu'un qui avait pris la simple pierre comme ça et qui avait jeté sur l'ennemi, ils ont leur place, mais au Cameroun, ce travail n'a pas encore été fait. Il faut commencer par là. Commençons par, on prend pas dans le Grand Nord. Tous ces gens-là qui s'étaient battus, ils ne sont certes pas nombreux. Le fief était vraiment dans le sud. Mais il y a eu quelques résistances quand même dans le nord Cameroun. Il y a eu des résistances en pays Bassa qui étaient très violentes. Des résistances en pays Bamileke, on n'en parle plus. Les premiers qui ont versé leur sang sur la côte, les peuples Sawa. J'ai cité dès le début du live tous ces gens-là qui sont morts pour le Cameroun. Dans le sud-ouest, les Kouvali Kenyans. Vous allez partout, même en pays Fambeti Boulou. Je vous ai cité le matin pour le Samba. Ils sont nombreux qui ont fait des sacrifices. Il suffit de faire ce cérémoniel-là dans tout le pays, pacifier tout le pays, repartir sur de nouvelles bases. J'étais de passage la dernière fois à Paris, dans la rue Sainte-Geneviève, la toute première rue goudronnée dans ce pays-là, à Paris.
il y a une plaque juste à côté pour rendre hommage à qui? À Samuel Paty. Qui est Samuel Paty? C'est un professeur d'histoire qui enseignait et qui a parlé de Mohamed, qui a fait des caricatures, quelque chose comme ça et tout. Lors d'un cours sur la liberté d'expression, il parlait du prophète Mohamed et il a touché l'affaire de Charlie Hebdo et autres. Il y a eu un islamiste qui est venu couper sa tête. Vous allez là-bas à Paris, juste à côté de la rue des Écoles. Vous avez une plaque là-bas commémorative, hommage à Samuel Paty. C'est même écrit place Samuel Paty. Il y a tout un jardin là-bas. C'était d'abord avant le jardin, je ne sais plus, c'était le jardin Montaigne. Ils ont changé. Maintenant, ils ont mis place Samuel Paty dans un jardin là-bas. On rend hommage à un professeur, ça ne date, il a été tué, je crois, en 2020-21. Il a déjà sa plaque en plein cœur de Paris. Après plus de 60 ans au Cameroun. Tu demandes à un enfant qui était le Jérémie Ndéléné, ils ne connaissent pas. Nos espaces sont encore pollués par des colons. Les espaces publics sont encore occupés aujourd'hui. Il y a des monuments des colons qui ont violé nos mamans. C'est une violence quotidienne. Mais c'est très fort. Subir ce genre de choses, c'est-à-dire que tu passes par là tous les jours et tu vois une statue, par exemple, de Leclerc. Tu passes tous les jours, tu vois une statue de Leclerc, même il y a un autre comme ça à Yaoundé, et vous avez même en face celui qu'on a présenté comme étant l'un des héros du Cameroun, qui n'était rien d'autre qu'un collabo, Charles Atangana, fièrement en face, à côté, avec la tenue de colon. Mais comment on va bâtir donc un pays avec cette violence-là? Elle est morale. C'est une violence subtile, mais elle est d'une violence inouïe. Passer quelque part tous les jours et tu vois une statue de quelqu'un qu'on présente comme un sauveur, mais qui en réalité est celui-là qui était venu détruire ton pays, celui-là qui était venu violer tes mamans, qui était venu couper les têtes des bébés. Il faut sortir donc de là pour bâtir quelque chose ensemble. Rassembler les Camerounais, j'insistais hier sur rassembler les Camerounais sur cet idéal-là que nous avons, sur quelque chose sur lequel tous les Camerounais vont s'accrocher. Il faut qu'il y ait cet idéal-là commun. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je prenais le cas du Ghana. C'est l'un des meilleurs exemples en Afrique. Ils ont fait le travail qu'il fallait faire lors de la Coupe d'Afrique en 2008. Mais quand on regardait le Ghana, Accra, Tamale, Koumassi, vous avez des villes magnifiques, il y a le goudron partout, le pays se développe. C'est en train d'avancer. J'ai grandi, moi, en Djombe Penja, il y avait des Ghanéens qui faisaient le toc-toc, le soudé, les Ghanéens qui cousaient les chaussures. Tous ces gens-là sont rentrés dans leur pays. Le pays a commencé à progresser, ils sont rentrés chez eux. Mais on entend que les Camerounais sont fouettés en Guinée équatoriale. Les Camerounais sont tués au Gabon. Les Camerounais sont arrêtés, on ne sait pas dans quel pays, le Seychelles. Les Camerounais, ils ont été emprisonnés, je ne sais pas dans quelle partie du monde. Alors qu'on a tout chez nous. Pendant qu'ils ont tout gardé pour eux, pendant que Chantal Biya prend son jet privé pour aller se coiffer en Suisse et revenir, les enfants camerounais doivent mourir au désert, mourir dans la mer parce qu'ils vont en Europe. Et vous avez des gens du système qui vous disent que vous partez chercher quoi en Europe, il y a tout au Cameroun. Mais sauf que le tout dont ils parlent là, c'est un tout qui leur appartient à eux. Eux qui pensent que le Cameroun leur appartient. Il dit bien toutes ces cliques de voleurs là, ethniques confondues. Les concours, ils ont tout privatisé. Les entrées, comment on appelle ça, les bourses pour aller étudier en Europe, ils ont tout bloqué ça pour leurs enfants uniquement. Et les enfants des autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur reste comme espoir? Plus rien. Donc pour bâtir ce pays-là comme le Cameroun, qu'on appelle le Cameroun, pour bâtir, il va falloir avoir ce courage-là de regarder notre passé historique, de confronter la France,
pas fait ce que j'ai vu la dernière fois. Ce n'est pas Macron qui doit dire aux Camerounais à quel moment il ouvre les archives. Et en plus, il nous fait une blague parce que ces archives-là sont déjà connues. C'est déjà dans le domaine public. Vous allez ici, là, vous pouvez les consulter. Il y a ici le truc à Aubervilliers, il y a le fonds Foca, il y a plein de trucs ici. Des trucs dans les archives, c'est ouvert au public. Si vous voulez aller les consulter. Ils font croire aux gens qu'ils ont des archives miracles cachées quelque part. Ça ne viendra pas changer quoi que ce soit dans l'histoire du Cameroun. Ça va changer peut-être un petit point, une petite virgule. Il y aura tel autre petit truc à modifier. Mais tout ça, c'est une blague organisée par la France, par François Hollande, par la suite Macron. Ça ne changera pas fondamentalement l'histoire du Cameroun. Du moins l'histoire politique récente. Ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Parce que les témoins sont encore là. On a la maman Elisabeth Djouka qui a témoigné. Elle était au maquis avec l'UPC à l'époque. Les témoins oculaires sont là. Comment vous pensez que c'est quelqu'un depuis la France qui va décider un matin de dire qu'on va réécrire notre histoire commune et dans son initiative, d'ailleurs, pourquoi c'est un Français qui doit prendre l'initiative d'écrire l'histoire du Cameroun? Pourquoi? C'est les Camerounais qui doivent écrire l'histoire de leur pays. Nous avons d'ailleurs écrit notre histoire. Nous n'attendons pas ce que Macron va nous apporter. Leur comité d'historiens, qu'ils aillent loin avec. La véritable histoire du peuple camerounais est écrite. On ira chercher encore plus loin. Mais la base est déjà là. On travaille à partir d'une base. Il n'y a pas meilleur qu'un témoin qui a vécu la scène. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dans leurs archives. Les témoins oculaires sont là. C'est la première main. C'est pour ça qu'on parle, c'est des sources de première main, les témoins. Les archives, les livres, les articles scientifiques, tout ça, ça vient après. Mais il n'y a pas quelqu'un mieux placé que celui qui a vécu la scène. C'est comme quelqu'un qui va venir écrire un livre aujourd'hui sur le Beaux-Arts. Moi, je raconte ce que j'ai vécu. Ce n'est pas pareil. Ça ne sera jamais pareil. Donc, il faut faire ce travail-là. Et c'est un travail sérieux. C'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. Regardez comment, à travers mes simples mots, je ne me rendais même pas compte. Regardez comment j'ai touché une maman. Là encore, j'en ai encore des frissons. J'aurai l'occasion de discuter avec elle. C'est peut-être quelqu'un dont les parents ont certainement vécu cette époque. Ou peut-être elle-même, elle a vécu cette époque étant toute petite. Elle a la soixantaine dépassée. Je suis vraiment curieux. J'ai hâte de discuter avec cette maman. J'ai donné mon numéro. Et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans mon dos qui m'écoutait. Vous voyez? C'est la base. Il y a 90 ans. Mais il persiste dans le mal. Même malgré tout ce qu'il a fait de mal au peuple camerounais, à ses 90 ans, si Biya dit aujourd'hui, bon, j'ai terminé, je m'arrête là. 90 ans, je retourne me reposer au village. J'organise les élections libres et transparentes. Je permets aux Camerounais, élections libres et transparentes. Le meilleur gagne. On reconstruit le pays. On fait revenir le reste d'Aïdjo. On fait revenir le reste de sa femme. On fait revenir le reste de sa fille. On rend hommage à tous ces gens-là qui se sont battus pour que le Cameroun soit ce qu'il est. Parce que c'est notre héritage. C'est le seul pays que nous avons. Vous allez beau prendre toutes les nationalités de la planète Terre, vous restez Camerounais. C'est notre héritage. Si on n'a pas le Cameroun, on n'aura rien d'autre. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous battre pour ne pas laisser notre pays entre les mains des voyous. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on s'en fout du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis on s'en sort que la lutte est terminée. On se dit, bon, je mange ma part. Non. C'est pour ça que j'ai dit le combat que nous menons, si vous n'avez pas de l'amour à revendre, si vous n'avez pas du patriotisme en vous, vous ne pouvez pas faire ce que nous faisons depuis 5 ans, sans financement. On se bat avec nos pauvres petits moyens. Avec nos pauvres petits moyens, nous nous battons.
à faire ce que nous pouvons faire pour aider, pour apporter notre contribution, notre pied à l'édification d'un nouveau pays. C'est tout notre souhait. Regardez les coups qu'on prend, regardez les humiliations. Ne pas retourner dans notre pays, les interdictions de passeport, interdiction de faire ci. On menace même de tuer les gens. Regardez la sœur de Belgique, Brigel Nana, qui est entrée dans l'ambassade de notre pays. Elle a été arrêtée par une bande de voyous qui voulaient la traîner au sous-sol, soit pour la tuer, soit pour l'étouffer, soit on ne sait pas quoi. Une maman qui vient d'accoucher, qui est venue pour son problème de passeport. Quand les gens se comportent de la sorte parce qu'actuellement ils ont le pouvoir, est-ce qu'ils ont pensé à demain? Est-ce qu'ils ont pensé à quand ils vont perdre le pouvoir? Est-ce que c'est ce pays-là qu'on veut bâtir? On veut vivre tous au Cameroun avec tous les Camerounais, qu'ils soient Tontina, qu'ils soient Sardina, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Bamileke, qu'ils soient Sawa, qu'ils soient nordistes. Nous voulons vivre dans ce pays-là en paix avec tous nos frères. C'est le plus grand défi qui nous attend. Le plus grand défi qui nous attend. Le vivre ensemble, le manger ensemble. Bâtir le Cameroun ensemble, sans distinction d'ethnie, de religion, ni quoi que ce soit. Nous avons l'obligation de nous battre ensemble, main dans la main, sans regarder l'autre que comme l'ennemi, l'adversaire, celui-là qui est inférieur, celui-là qui ne peut jamais être président du Cameroun. Sans traiter nos frères du Nord de fous nordistes. Sans traiter nos frères anglophones de Biafra, d'anglofous, ceux qui raisonnent, qui réfléchissent à gauche. Sans traiter nos frères Sawa ou nos frères Fambeti Boulou d'alcooliques, de vendeurs de terrain et de ceci et de cela. Il faut sortir de tout ça et bâtir ensemble. Tous ces dictateurs-là finissent de la même manière. Regardez le grand Bokassa, l'empereur Bokassa. Le fils de Bokassa, pas un seul. 2 de ses fils sont clochards aujourd'hui en Belgique. Alcooliques. Ils dorment sur les bancs publics. Des gens qui avaient tout l'argent. Bokassa, ses enfants aujourd'hui sont clochards. Ils dorment dans les rues. Vous imaginez ça? Cliquez sur YouTube, le fils clochard de Bokassa. Vous allez tomber sur le fils de Bokassa qui a des bouteilles de vin comme ça à main, qui dort sur les bancs publics. Il prend l'alcool comme ça, il passe son temps à boire, il saoule partout, il entre dans les bars, on le pousse, on le chasse. Le fils de l'empereur Bokassa, parce qu'il n'a pas su construire pour le futur, il n'a pas su réserver quelque chose à sa descendance. Il n'a pas laissé des traces positives dans l'histoire de son pays. Il y a évidemment un petit côté, parce que même quand on dit que quelqu'un a mal fait, on ne peut pas dire qu'il a tout mal, il a tout fait mal. Il y a quand même quelques petits bribes là qui peuvent rester. Mais la conscience, voilà, populaire, retient de lui quelqu'un de grossier, de tout ce que vous voulez. Regardez le fils de Mobutu. La fille de Mobutu est ici à Bruxelles. Quand on dit, ah, c'est toi la fille de Mobutu, elle se cache. Ah non, 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 je n'ai rien à voir, je ne sais pas pourquoi. Vous me dites ça, non, 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 je ne sais même pas qui c'est. Elle est obligée de régner son père parce qu'elle a peur des règlements de compte. Elle est obligée de régner son père. Quand les gens la croisent dans le métro, ah, la fille de Mobutu, elle dit non, 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 je ne le connais pas du tout, je ne suis pas sa fille. Parce qu'elle ne sait pas, un coup peut sortir de quelque part. Son père avait fait peut-être du mal à tel membre. Et c'est exactement ce qui va arriver avec Biya. Quand tu vois Biya, ignore complètement le peignant qui est au Cameroun qu'on appelle Georges Gisbert ou Baonla. Quand Biya l'ignore même, c'est une façon de le protéger.
Parce que si Biya avait fait peut-être une sortie officielle pour dire que voici mon fils, je le reconnais, ce serait exposé. Ce feignant-là qui bavarde tous les jours. Il ne sait pas ce qu'il attend. D'ailleurs, qu'il a fait la prison 2 ans à Kondengui. Biya n'a jamais fait comme si, ou c'est son fils ou ce n'est pas son fils, on ne sait pas. Mais Biya est plutôt en train de le protéger. Parce que le jour que ce régime-là va tomber, Franck Biya, vous l'avez déjà vu un jour dans un marché camerounais en train de discuter avec les gens. Vous avez vu Franck Biya sortir sans garde du corps partout autour de lui. Vous avez vu Franck Biya de quel côté du Cameroun dans un marché populaire par exemple. C'est des gens qui vivent dans leur cocon. C'est des gens qui vivent dans la peur. Il sait très bien ce que son père a fait. Le meilleur moyen pour se protéger, c'est de prendre le pouvoir là pour continuer. Parce qu'il sait que s'il perd ce pouvoir, il sait exactement ce qu'il attend. Y compris avec tous ces bandits-là du gouvernement. Ils savent très bien ce qui les attend. Les petits juniors, là, les Brenda, qui narguent le peuple camerounais tous les jours, quand leur père va partir. Chantal Biya qui nargue les gens. Quand Biya ne sera plus là, qu'est-ce qu'elle deviendra? Regardez, vous avez vu comment la femme d'Aïdjo est morte, Germaine. Vous avez vu dans quelles conditions elle est morte. Vous avez vu toutes les souffrances, tout ce qu'elle a enduré avant de mourir. Vous voyez ce que sa fille a subi? L'humiliation. Elle est morte, le corps est resté dehors. Ils n'ont pas pensé à tout ça. Dans leur tête, c'est moi et rien que moi. Tant que c'est moi, c'est bon. Si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Et c'est comme ça qu'on a passé le temps à dire, bêta, on reste avec Biya parce qu'au moins, il nous garantit la paix. Parce qu'il a traumatisé le peuple. Si ce n'est pas moi, c'est le chaos après moi. Il s'est vanté longtemps avec la paix. Mais voilà les régions anglophones depuis 2017. Est-ce que les gens se demandent ce qui va se passer dans ce pays après Biya? Est-ce que Biya lui-même se demande ce que deviendra sa famille après son départ? Voilà comment fonctionnent les dictateurs. Le pouvoir est rien que le pouvoir. Alors qu'il a encore la possibilité de sauver les meubles avant de partir, à 90 ans. Si les Camerounais le détestent peut-être à 98%. Ce qu'on lui demande de faire depuis là, s'il faisait ça, il quittait le pouvoir. Le prochain président, à coup sûr, va le protéger. Le prochain président ne pourra pas venir comme ça et le prendre et livrer, je ne sais pas, à la Cour pénale internationale ou je ne sais à quelle juridiction internationale. Il aura quand même l'obligation de le protéger vu son âge. Il a 90 ans. C'est le temps d'aller se reposer. Mais il tient. 2025, il sera encore candidat à 92 ans. Dans un pays avec plus de 70% de jeunes. On est là à regarder. Parce que chacun se dit, pourquoi moi? Pourquoi me sacrifier pour qu'un Bamileke soit président? Pourquoi me sacrifier pour qu'un nordiste soit président? Je dois me battre uniquement pour les gens de ma région. On a divisé les Camerounais avec le tribalisme. Alors qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. En regardant l'autre tout simplement comme son frère. Son frère, tout simplement. Le gouvernement surfe dessus parce qu'ils sont incapables de faire le bilan de 40 ans. Il y a des pays en Afrique où ça avance. Le Cameroun a choisi de reculer. C'est vol de bébés, insécurité généralisée, guerre dans les régions anglophones, banalisation de la mort, de la malmort, la famine dans les 4 coins du pays. Les gens sont touchés, de gauche à droite d'insécurité à l'est, dans le Grand Nord. Dans les villes du Cameroun actuellement, marcher avec une belle voiture, c'est risquer sa vie. Marcher avec un joli téléphone, c'est risquer sa vie. C'est tout un ensemble. Les gens souffrent. Il y a ceux qui sont en diaspora qui ont une vie quand même meilleure.
qui pour être toujours au top et être les stars de leur famille, trompent ceux du Cameroun en leur disant que le pays est très beau. Sauf qu'ils ne veulent pas vivre dans ce pays. Ils vivent en Europe. Ils profitent de ce système. Mais ils ne veulent pas bâtir le même système dans leur propre pays. Ils disent que c'est beau, mais étant en Europe, ils ne veulent pas rentrer vivre au Cameroun. Quand ils y vont, c'est pour 2 semaines, 1 mois, ils reviennent en Europe. Ceux-mêmes qui sont bloqués là-bas pleurent qu'ils veulent retourner. Regardez ceux qui étaient bloqués au Cameroun pendant la période Corona. Des gens qui gueulaient en disant que le Cameroun est beau. Quand ils sont partis, ils ont été bloqués pendant 1, 2 mois, 3 mois. Ils ont commencé à pleurer pour revenir. Ils ont multiplié, même fait des faux tests pour revenir en Europe. Mais c'est les gens qui vous disent que le pays est très beau. Mais pourquoi pas rester au Cameroun? Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi la communication de ce matin. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre. Merci à ceux qui vont également le partager. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vive force santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Salut, je vous reviens très vite.